Bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce lundi. La Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité a soumis à l'Assemblée plénière du Parlement aujourd'hui, ce lundi, un projet de loi visant à améliorer la sécurité routière en matière, en particulier des infractions les plus courantes au code de la route. Ce projet de loi comprend des dispositions pour lutter contre les infractions telles que la conduite en état d'ivresse, les excès de vitesse, le refus d'obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre, la conduite. Et ici aussi, en parlant de ce projet de loi, on parlait des excès de vitesse, du refus d'obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre, la conduite sans permis et d'autres infractions. Il prévoit également le recours aux technologies pour gérer et détecter les erreurs de conduite afin d'améliorer la sécurité routière et de réduire le nombre d'accidents. S'il est adopté, ce projet de loi devrait contribuer à renforcer la prévention de la criminalité routière et à promouvoir l'utilisation des technologies au service de la sécurité publique. Le ministère rwandais de l'Éducation a démis de leurs fonctions plus de 890 chefs d'établissements scolaires qui ont été démis de leurs fonctions sur plus de 5000 responsables scolaires évalués. Cette évaluation visait à examiner la qualité de la gouvernance des écoles. Le directeur du département du développement et de la gestion des enseignants au sein de l'organe rwandais de l'éducation de base nous en dit plus. L'année passée, a organisé l'évaluation de chefs d'établissement dans tout le pays. Nous avons évalué plus de 5277 chefs d'établissement et les préfets des études et les préfets des disciplines. L'objectif principal était juste de voir en quelle qualité la direction d'une école justement est organisée. Je me rappelle que quand on parle de la gestion d'un établissement, on fait appel à 5 standards que nous prévoyons justement avoir dans nos écoles. Et juste pour voir si le chef d'établissement a une vision d'une école. Et bien sûr, avoir une vision d'une école, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir aussi la capacité de diriger les enseignements, de diriger, bien sûr, non seulement les enseignements, mais le processus enseignement-apprentissage en général. L'objectif était juste l'amélioration de la qualité de l'éducation dans le pays, parce que nous avons vu qu'en fait, il y a un lien très étroit entre la bonne gestion d'une école et la bonne réussite des étudiants ou des élèves. C'est que nos écoles ne sont pas dirigées de la même façon. En fait, il y a des chefs d'établissement qui sont, je dirais, qui dirigent très bien des écoles, je dirais de façon excellente. Et ça se voit quand on regarde les résultats justement des examens nationaux. Et bien sûr, aussi la discipline qui doit régner dans toutes les écoles. Parce que vous savez très bien que un chef d'établissement ne dirige pas seulement une école comme sa famille, mais il dirige une école comme une entreprise, une organisation qui a justement des lois. Et une leçon à tirer encore, c'est que le chef d'établissement devrait être responsable d'un processus enseignement-apprentissage, responsable aussi de tout ce qui se passe dans une école. Ce n'est pas seulement par rapport à l'enseignement-apprentissage, comme je vous ai dit, mais bien sûr, il faut qu'il regarde ou elle regarde tout ce qui est aux alentours pour voir exactement comment l'école fonctionne. Donc, je dirais que la leçon, c'est que pour la suite, il faudrait bien sûr être conscient, être sérieux dans son travail comme chef d'établissement. Ceux qui sont concernés actuellement, ils sont au nombre de à peu près 890. Ça veut dire qu'il y a parmi
les 890, nous avons 88 qui sont des préfets de discipline. Nous avons 224 les préfets des études. Nous avons aussi les 349 chefs d'établissement d'école primaire, mais aussi nous avons 229 des chefs d'établissement d'enseignement secondaire. Au total, c'est au nombre de 890. Et ça nous donne justement aussi un pourcentage de 17% par rapport à ceux qui ont été évalués en général. 17% pour nous, ce n'est pas, je dirais, catastrophique, parce que nous devons quand même travailler avec nos partenaires, notamment les districts, justement pour faciliter nos chefs d'établissement de travailler comme il faut. Donc, je dirais que ce qui, concernant la réaffectation, comme vous avez posé la question, la réaffectation est prévue. Les enseignants, les chefs d'établissement qui deviendront justement enseignants, ils seront affectés dans les différentes écoles suivant leur profil. Bien sûr, on ne peut pas prendre quelqu'un qui était un chef d'établissement juste pour aller enseigner les mathématiques alors qu'il avait ou l'a étudié par exemple les langues. Non, ils vont enseigner ceux qui ont appris à l'université ou à l'école en général. Donc, ils seront affectés. Nous pensons qu'avant le début du deuxième trimestre, cette liste sera disponible pour savoir exactement où est-ce que je vais enseigner si j'étais un chef d'établissement, si j'étais préfet des études de discipline. Donc ça, c'est déjà prévu. Le ministère de l'Éducation a prévu justement 2 voies pour remplacer ces chefs d'établissement qui deviendront justement enseignants. La première voie, c'est que nous devons en fait, je dirais, déployer les nouveaux chefs d'établissement parce que nous avons une liste de 500 qui sont sur la liste d'attente, mais aussi nous sommes en train de travailler avec les différents districts justement pour trouver ceux qui vont assurer l'intérim. Moi, je pense qu'avec le 5 janvier l'année prochaine, nous pensons que toutes les écoles seront dirigées, auront justement les chefs d'établissement, que ce soit ceux qui seront déployés comme nouveaux chefs d'établissement, mais aussi ceux qui joueront un rôle qui assurera justement l'intérim. Comme je vous ai dit, un chef d'établissement peut être remplacé par un enseignant dans cette école qui est compétent, qui travaille bien, qui peut assurer l'intérim avant que justement nous engagions notre processus de recrutement. Et nous pensons qu'avec le mois de janvier, nous commencerons justement le recrutement des nouveaux chefs d'établissement. La première leçon positive, c'est que tout d'abord, les chefs d'établissement sont conscients actuellement de ce qu'ils doivent faire. Ils doivent gérer un établissement, une école, en tant qu'une organisation. En fait, nous avons observé que parmi les chefs d'établissement qui ont été évalués, il y a ceux qui disent « Vraiment, moi, je ne suis pas capable de continuer à diriger une école ». Il y a ceux qui ont demandé au départ qu'ils aimeraient bien être enseignants. Donc, je dirais qu'ils ont démissionné sur ce poste de chef d'établissement pour être enseignant. Donc ça a été vu, donc ce n'est pas quelque chose de secret. C'est pour nous une leçon très positive parce que tout le monde peut ne pas être capable de diriger une école, mais peut-être être un bon enseignant. C'est possible. Donc ça, on a déjà observé ça, et ça, c'est en tant que ministère de l'Éducation, nous pensons que nous allons continuer à travailler avec nos écoles, les partenaires, différents partenaires, pour toujours la meilleure gestion de nos écoles
et surtout l'amélioration de la qualité de l'éducation et le processus d'enseignement-apprentissage en général. En fait, j'ai deux messages pour ces deux catégories de personnes. Le premier message, c'est pour ceux qui vont être, je dirais, ou bien ceux qui vont devenir enseignants, alors qu'ils étaient chefs d'établissement. Tout d'abord, il faut qu'ils aient justement ce sentiment de travail. Le métier de l'éducation, en fait, en faisant ce changement, ces réformes, ce n'est pas pour les jeter à côté, non pas du tout. C'est pour les aider à bien travailler. En fait, ceux qui vont devenir enseignants, ils prendront le temps, ils auront le temps de se regarder, de faire ce qu'on peut appeler introspection, pour voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Alors, après un certain moment, si un chef d'établissement est devenu enseignant, pourquoi pas, s'il a bien travaillé, il a bien vu, il a bien étudié, il a bien tiré la leçon de ce qu'il n'a pas fait, à un certain moment, il peut dire, maintenant, je comprends, je peux ou non pas encore chercher à être un chef d'établissement, pourquoi pas. Pour ceux qui restent justement dans leur position comme chef d'établissement, tout d'abord, c'est pour leur dire que avoir plus de 70%, cela ne suffit pas parce que chaque 3 ans, donc après 3 ans, on va faire encore une autre évaluation. Pour dire, le message, c'est qu'ils doivent travailler jour et jour, jour et nuit, juste pour l'objectif principal d'améliorer la qualité de l'éducation. Il ne faut pas qu'ils se disent, nous, c'est fini, nous avons réussi, nous sommes chefs d'établissement à vie. Pas du tout. On n'a pas de chefs d'établissement à vie. En fait, nous avons des chefs d'établissement qui doivent assurer les responsabilités, qui doivent savoir que, en fait, ils doivent être responsables de ce qui se passe à l'école et aux alentours, bien sûr, et travailler avec la communauté. J'insiste sur ça parce que ceux qui ont bien réussi, en fait, ils ont un secret, non seulement de travailler avec les enseignants, mais aussi avec les parents, mais avec la communauté, avec la communauté locale. Donc ça, c'est un secret, en fait, de bien réussir et d'avoir des bons résultats des élèves. Les habitants de différents quartiers de la ville de Kigali ont affirmé que l'année 2025 a été une année prospère pour eux grâce au climat de sécurité qui règne dans le pays. Ils soulignent également leur volonté de préserver et de renforcer les acquis au cours de l'année à venir. Reportage signé Jean-Benoît Michel. Il s'agit des citoyens engagés dans divers secteurs du pays, y compris des jeunes. Ils expliquent que les réalisations enregistrées en 2025 sont les fruits de la sécurité et de la bonne gouvernance du pays. Selon eux, ces acquis doivent être consolidés et développés davantage. L'année 2025 a commencé pour moi avec le Bestin Motel, qui est devenu Quintanova Hotel. Cela représente un grand pas. Passer des motels à l'hôtel. Pour moi, l'année 2026, mon objectif est de continuer à grandir, au moins jusqu'à atteindre un hôtel de 4 étoiles. Je me réjouis du fait que notre pays nous offre une bonne plateforme pour exprimer nos idées, ce qui nous permet de nous développer. Le pays est sûr, chacun peut s'exprimer librement. J'ai trouvé un emploi qui m'a permis d'augmenter mes revenus, notamment pour acheter du bétail. Cette année, je souhaite créer ma propre entreprise et posséder ma propre terre. Le porte-parole de la police nationale rwandaise, Recipe Boniface Lutikanga, rappelle que les Rwandais doivent se réjouir des progrès réalisés à l'approche de la fin de l'année 2025, tout en gardant à l'esprit que la sécurité demeure le pilier fondamental de tout développement. Partout dans le pays, la sécurité est bien assurée. C'est notre responsabilité collective, en fait, de donner confiance à tous, pour que chacun vive dans la sérénité, sans crainte ni difficulté.
Les infrastructures, notamment les routes, l'électricité, les technologies, l'éducation et le tourisme, figurent parmi les secteurs que la population cite comme ayant amélioré les conditions de vie et développement du pays en général au cours de l'année 2025. Des progrès rendus possibles grâce au socle fondamental qu'est la sécurité. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. Les usagers des transports publics dans la ville de Kigali se félicitent des améliorations observées en 2025, affirmant que leurs déplacements sont devenus plus faciles. Ils indiquent qu'ils n'attendent plus longtemps aux arrêts de bus et que certaines destinations, autrefois non desservies par les transports publics, le sont désormais. Reportage de Jean-Benoît Michel. Depuis près des mois, le transport des passagers dans la ville de Kigali est assuré par la société Kofleet Solutions Limited. Outre l'ouverture de nouvelles lignes, plusieurs usagers témoignent avoir terminé sans subir de longues attentes avant de trouver un moyen de transport. Ici à Midoua, pour aller en ville, il fallait auparavant payer 1000 francs rwandais, voire 1500 francs rwandais pendant la nuit. En cette fin d'année, la situation s'est nettement améliorée dans le secteur de Mageragere. Nous avons désormais des bus. Avant, il fallait prendre une moto pour atteindre Nyabugogo ou se rendre à la gare routière de Remera. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. On arrive et on monte directement dans le bus sans devoir recourir à une moto. Abenawe Oswald, responsable des opérations du programme de facilitation du transport au sein de la société Kofleet Solutions Limited, promet la poursuite d'un service de qualité au bénéfice des Rwandais. Nous opérons désormais sur plusieurs axes. Comme vous pouvez le constater, nous avons des bus desservant Cholongi, la Free Zone, Gaanga ainsi que d'autres destinations, afin de faciliter les déplacements des habitants chez ces zones. Ce que nous promettons aux Rwandais, c'est l'amélioration continue du service, y compris en 2026 grâce à la collaboration de tous. Dans le cadre de ce programme, aux heures de forte affluence, les bus empruntent des voies réservées en fait d'accélérer le déplacement des passagers. Par ailleurs, il est prévu que le Rwanda se dote prochainement de 396 bus électriques dans le but d'améliorer davantage le transport public, de protéger l'environnement et de réduire des émissions de gaz polluants. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. À présent, à l'international, sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Et d'ici là, portez-vous bien.